Hello la MIF, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions pour une vidéo spéciale FAQ et aujourd'hui on fait ensemble le bilan des 6 mois de voyage. Pour ceux qui débarquent, moi c'est Alex et le 5 juin 2024, j'ai quitté toute ma vie en France, mon travail, mon appart, mon copain, ma famille, mes proches, enfin bref. J'ai pris mon sac à dos, je suis partie avec pour objectif initial de rejoindre la Nouvelle-Zélande sans prendre l'avion. Et aujourd'hui, je vous parle depuis l'Inde. J'ai fait plus de 12 000 km sans prendre un seul avion pour arriver ici, au bout de 6 mois de voyage. Et j'ai beaucoup de choses à vous partager, donc préparez-vous, prenez un petit thé, un petit chocolat chaud, un petit café, installez-vous confortablement parce que je pense que ça va être un petit peu long. Mais j'ai des choses très intéressantes et vous m'avez posé des questions super pertinentes. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que je suis à Delhi et il y a beaucoup de bruit à l'extérieur, donc on va faire avec les moyens du bord. Quel budget as-tu prévu pour ton voyage et combien as-tu dépensé actuellement? Alors on va commencer par dire les termes. J'ai prévu entre 18 et 20 000 euros pour 1 an et demi de voyage. Ce que j'avais mis de côté pour ce voyage long terme que j'avais prévu depuis plusieurs années. J'ai pas vraiment de méthode hyper assidue pour préparer et suivre le budget. Je trouvais que c'était plus parlant personnellement de fonctionner avec un budget mensuel. J'ai prévu 1 000 euros par mois. Parfois c'est plus, parfois c'est moins en fonction des pays. Et à chaque fois je fais la moyenne, je traque mes dépenses avec l'application Travel Spend. Dans les 1 000 euros par mois, je ne compte pas toutes les dépenses annexes qui sont liées à l'assurance, au visa, au vaccin, à l'achat du matériel, ce genre de choses. Et aujourd'hui j'ai dépensé seulement dans les pays, donc sans compter ces dépenses annexes, 5 500 euros à peu près. Donc je suis on track pour le budget et pour l'instant, si ça continue comme ça, on va tenir très bien jusqu'au bout. La deuxième question, le peuple réclame les grosses galères de voyage. Alors pour ceux qui ont suivi, ma plus grosse galère de voyage pour le moment, ça a été la morsure du chien en Turquie. Je vous mets la vidéo juste ici. C'était pas si grave avec le recul, c'était plus traumatisant qu'autre chose et maintenant j'ai un peu peur des chiens dans la rue. Dès qu'ils m'approchent, même s'ils sont pas agressifs, je suis un peu traumatisée et dès que j'entends surtout un chien grogner, vraiment ça me terrifie. Donc j'avoue qu'il y a un petit traumatisme et encore un petit bleu, une petite marque sur la jambe, mais sinon j'ai pas eu vraiment de très grosses galères de voyage. Et une fois où on a fini très tard, une journée de stop et on était un peu au milieu de nulle part, donc ça c'était une galère aussi au tout début. En fait, il y a beaucoup surtout de petites galères parfois accumulées dans la journée. Pour une petite story time croustillante que j'ai pas encore sortie parce que ça s'est passé au Pakistan et du coup le Pakistan sortira après cette vidéo bilan. Je suis tombée malheureusement sur un mec un peu mal intentionné, mais c'était a posteriori et j'ai fait une erreur, c'était de donner mon numéro de téléphone. Je vais vous expliquer pourquoi vous ne devez surtout pas donner votre numéro de téléphone à des inconnus. Bon, moi ça m'a vaccinée clairement. Je pense que j'étais un peu endormie, j'avais clairement baissé ma garde. En gros c'était une journée de stop, on s'est fait prendre par une voiture et il y avait 3 gars dedans et ils nous disent on travaille dans un hôtel, c'est sur votre route, est-ce que vous voulez prendre le thé avec nous? On s'est dit ouais pourquoi pas, enfin déjà on refuse jamais du thé au Pakistan. On s'est dit on y va, on a du temps, on est presque arrivé et voilà, on s'est dit que ce serait potentiellement un bon moment. Donc on arrive à l'hôtel, tout se passe bien et en fait un des responsables de l'hôtel était très enthousiaste, c'est lui qui nous faisait la discussion etc. Parfois un peu trop, mais on s'est dit voilà, c'est un peu hors saison, ils croisent pas grand monde, on a des choses à raconter, pas trop de choses bizarres à ce moment-là. Et à un moment ils ont pris des photos et des vidéos pour faire un peu une promotion de l'hôtel, disons, avec nous dessus, et on s'est dit c'est un peu une contrepartie pour nous avoir invités à prendre le thé, en fait le déjeuner. Partant en fait il m'a demandé mon numéro de téléphone pour pouvoir m'envoyer les photos et aussi pendant la discussion il m'avait demandé mon LinkedIn et en fait comme on n'avait pas de personnes en commun, il pouvait pas me suivre ou quoi, mais en fait je me suis dit oui, tu peux voir mon LinkedIn, enfin il y a aucun moment, aucune alerte en moi. En fait on leur dit les gars vous êtes gentils mais nous faut qu'on finisse le stop, il commence à faire nuit, on part et en fait cette personne nous amène à notre destination finale qui est 20 minutes plus loin, un autre village.
Et là, il commence à changer un peu de comportement, c'est-à-dire qu'il est vraiment trop oppressant à notre goût. Quand on arrive à la guest house, il en fait des caisses en fait avec le mec. Il dit ouais, c'est ma famille, il prend soin d'elle, machin. Il nous accompagne jusqu'à la chambre, il reste assis dans la chambre avec nous pendant de longues minutes. On lui dit bah qu'il est tard, qu'on veut se balader dans le village, qu'on a besoin d'être seul quoi. Donc on galère un peu à s'en débarrasser. Nous on fait notre vie, il s'en va. Et au moment où il s'en va, il me prend dans ses bras alors que moi je voulais juste lui serrer la main et vraiment je suis restée bloquée 5 secondes, mais c'était les 5 secondes les plus longues de ma vie, je me suis sentie mal à l'aise. Et après il a fait vraiment la drama queen et il est passé du mec hyper enthousiaste au mec genre dépressif en 2 secondes. Donc là on s'est dit ok chelou, la première red flag. Et après dîner, Émilie me dit oh regarde qui est là, et le mec était revenu. Et là donc on se dit ok c'est trop bizarre. Il s'installe avec nous à table, il me parle pendant de longues minutes que de lui. Surtout, il me dit est-ce que c'est ton vrai numéro de téléphone parce que je t'ai envoyé un message et tu m'as pas répondu. Donc moi, ça m'a saoulée. Je dis bah oui, c'est mon vrai numéro et puis bah je te répondrai quand j'aurai le temps en fait. Enfin, t'es qui pour me dire que je t'ai pas répondu. On fait comprendre qu'il est revenu parce qu'il a dit qu'on lui manquait déjà, qu'il pensait à nous, qu'il n'avait pas fait assez de choses pour nous en fait. Et il est revenu avec genre des gâteaux et en fait qu'il les avait mis dans la chambre. Alors que nous, on n'y était pas, on était dans le restaurant de l'hôtel. Et en fait, il est rentré dans notre shop quand on n'était pas là. Donc déjà, ça aussi, ça m'a vraiment dérangée. Et dans la chambre, il y avait des dizaines de paquets de chips, de pommes, de gâteaux, enfin des trucs en plus qu'on ne mange pas. Et vraiment, les gars, il était genre 9h du soir. Et le mec, il nous collait au basque. Et vraiment, là, il était dans le mode homme sauveur. Il avait besoin de se dire « Oh, j'aide ces jeunes filles en détresse. Parce qu'elles ont besoin de moi. » Alors qu'en fait, on lui avait déjà dit qu'on n'avait pas besoin de ça. Et pareil, en fait, dans la chambre, il y avait une chaise. Et il s'est re-assis sur la chaise. Il nous a reparlé. On a vraiment galéré à s'en débarrasser. Le gars est parti. Je lui ai répondu à son message en fermant bien la discussion, poli mais fermé. Et le mec, à partir de ce moment-là, il m'envoyait tout le temps des messages sur WhatsApp. Au début, c'était genre ah vous êtes où, vous faites quoi, machin. Je répondais pas. Ça devenait trop bizarre, genre il me posait des questions, genre des listes de questions comme les entretiens d'embauche avec genre qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie, c'est quoi ton statut marital, qu'est-ce que tu recherches dans des relations. Mais vraiment, j'étais là, mais qu'est-ce... Le mec part dans un délire, donc je lui ai direct mis un gros stop et demandé d'arrêter. Il a pas arrêté. Il commençait à m'envoyer des poèmes, des dingueries. Donc je l'ai bloqué sur WhatsApp. Et le mec a créé un compte Couchsurfing. Il m'a retrouvé. Il m'a envoyé un message. En fait, il a utilisé l'application pour m'envoyer un message. Je l'ai rebloqué. Le lendemain, il a refait ça sur Facebook. Je l'ai rebloqué. Et là, il y a 2 jours, j'ai reçu un message genre en mode... En fait, il s'invente une life, il utilise le chantage affectif, genre ça dit qu'il a eu un accident, qu'il arrêtait pas de crier mon nom, enfin genre... Vraiment, le message était mais à la fois mal à l'aise et à la fois énervé. Donc bah j'ai encore une fois bloqué. Mais vraiment, je vous dis, ça me fait flipper ce genre de comportement. Et je me dis, mais heureusement qu'on n'est pas resté genre... plus de 2 jours dans la guest house parce qu'il serait revenu nous coller au basque. Les filles et les garçons, enfin voilà, tout le monde, ne donnez pas votre numéro à des gens que vous tchatchez pendant juste 2 heures dans une journée. Vraiment. Autre question, comment tu gères l'éloignement avec les proches? J'avoue qu'au début, j'avais un peu le FOMO. En fait, j'avais eu le FOMO, donc FOMO c'est le fear of missing out. C'est en fait quand t'es déjà nostalgique des moments que tu vas pas vivre. En fait, tu dis ah putain, mais je vais rater tel anniversaire, tel Noël, etc. Et j'avais beaucoup avant de partir parce que j'étais dans mon groupe de potes et ils étaient là en train de prévoir des trucs et moi je savais que je serais pas là, donc j'avais un peu ce sentiment de FOMO. Mais je l'ai beaucoup moins aujourd'hui. Alors bien sûr que mes proches me manquent, ma famille me manque, mes amis me manquent, mon copain me manque. En fait, ce qui est compliqué, c'est que quand tu perds tous tes repères, je me recharge beaucoup avec les personnes que j'aime. Et donc, c'est un peu compliqué pour moi de ne pas y avoir accès physiquement, disons. Forcément, un des trucs le plus dur pour moi, c'est la relation à distance avec mon copain. Même si je savais que ça allait bien se passer, ça se passe toujours bien parce qu'on est tous les deux investis dans la relation. Pour autant, quand ton langage de l'amour, c'est le toucher en fait et les moments de qualité, bah tu peux pas les avoir à distance. Donc bah on fait autrement, on prévoit des moments où on s'appelle pendant de longues heures, on s'envoie des messages souvent. Et on prévoit aussi de se voir. J'ai de la chance parce qu'il se déplace pour venir me
voir à intervalles réguliers, donc tous les 3 mois. C'est pesant et parfois bah, les gens me manquent et oui, on s'appelle, mais bah, je fais plus partie de leur vie quotidienne de manière temporaire et c'est moins de souvenirs qu'on crée ensemble, donc forcément ça me rend un peu triste. Ça me rend un peu triste, mais je sais que c'est juste temporaire et qu'il y en aura plein d'autres dans le futur. Donc voilà, les copains, la Mif et Max, si vous regardez cette vidéo, bah bien sûr que vous manquez beaucoup. Enfin, c'est la 3e question. Est-ce que je vais aller au bout de cette vidéo sans verser un torrent de larmes? Quelle est la chose qui te manque le plus de France? Alors c'est ma soeur qui m'a posé cette question. Si on enlève les personnes de cette question, le fromage. Franchement, alors je sais pas si c'est parce que c'est Noël bientôt, mais j'ai une envie de fromage, les gars, en ce moment, c'est une dinguerie. Genre là, je taperais bien une raclette, hein. Il fait 24 degrés dehors, y a pas de problème. Et sinon, un truc qui me manque de ouf, c'est le sport, en fait. C'est pas forcément lié à la France en elle-même, mais c'est en fait la routine que j'avais en France, de faire du sport, que ce soit seule ou des tennis ou des trucs comme ça avec les potes. Pour moi, c'est vraiment très compliqué de plus avoir ma routine sportive, donc c'est un des trucs qui me manque le plus. Quel peuple a été le plus accueillant selon toi? Alors, pour moi, de mon expérience, sur les 15 derniers pays là qu'on a fait, les Pakistanais et les Turcs ont été les plus accueillants. Je sais pas s'il y a une corrélation entre les pays musulmans et l'accueil, mais chaque fois on a été très bien accueillis, très bien aidés. Les Pakistanais vraiment là récemment, enfin très très belle découverte et on a fait beaucoup de stops du coup dans le nord du pays et t'as même pas besoin de lever la main pour faire du stop. Littéralement les gens s'arrêtent. Où est-ce que tu vas? Je t'emmène. Enfin, t'as pas le choix en fait, tu te fais kidnapper. On me pose la question aussi des pays sous-estimés et stigmatisés par les médias versus la réalité que j'ai vue. La question a été posée par Anas, mon pote. Anas, on se sait de toute façon sur les pays sous-estimés. Vrai, moi ce que je veux vous dire, on ne sait pas ce qui se passe dans le monde. Même si on regarde les médias, même si on s'informe le plus possible, on n'aura accès qu'à une partie de la réalité et qui est surtout une représentation de par nos médias occidentaux qui n'est pas du tout ce que les gens vivent sur place. Et moi je trouve ça dommage qu'on continue de stigmatiser des pays par exemple comme le Pakistan ou la Turquie. Les gens ont des a priori dessus et qui ne y sont jamais allés. J'avoue que moi quand j'ai dit que je voulais aller en Turquie, au Pakistan et que même j'étais contente d'y aller, on m'a regardé un peu bizarre, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe, celle-là elle est folle ou quoi? Mais ça va pas la tête. Moi je sais pas si non plus comment ça se passe, mais de ce que je vois ailleurs, de par d'autres sources d'informations que les médias, c'est totalement différent. Et moi, ce que je crois, c'est les paroles des autres voyageurs, en fait. Pas des gens qui sont jamais sortis de leur pays ou qui sont allés que en Europe et qui ont une vision du monde qui est faussée, du coup, sur l'Asie ou le Moyen-Orient. Cette question, je pourrais en parler pendant des heures, je pense. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais de par mon expérience, les pays que j'ai le plus aimés ont été les pays les plus stigmatisés et pour moi les pays qui sont les plus sous-cotés. Et je pense qu'il faudrait qu'on commence à dépasser nos a priori et nos peurs parce qu'en fait c'est juste de la mauvaise pub les médias. Question rejoint la question suivante, pas de crainte d'aller dans un pays solo comme le Pakistan. Alors déjà j'étais pas seule, j'étais avec du coup Louise et une autre française qu'on avait rencontrée qui s'appelle Émilie. Pourtant j'avais décidé d'y aller seule avant, donc en fait avant de décider de partir avec Louise il y a 1 an, ce voyage, je l'avais prévu il y a 2 ans. J'avais fait le tracé. Je savais que je voulais aller au Pakistan parce que j'ai été inspirée par les vidéos des artisans de demain que je vous conseille et je vous mettrai leur chaîne en description. Et en fait, je savais que je voulais aller au Pakistan. Évidemment, forcément, les injonctions des autres restent un peu aussi dans un coin de ma tête. Forcément, je me posais des questions. J'avais un petit peu peur, moi aussi, c'est vrai, pour ma sécurité, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, mais au Pakistan comme dans un autre pays en fait, genre il y a toujours cette petite appréhension quand tu vas dans un pays où tu es un étranger, t'as pas de repères, t'as pas les codes, t'as pas la langue, donc forcément ça fait un peu plus flipper. Mais pour autant, j'avais pas peur d'y aller seule et je pense que c'est assez safe pour les voyageurs, que ce soit des hommes ou des femmes, d'aller au Pakistan tant qu'on respecte les codes et tant qu'on prend pas de risques démesurés. Voilà, en tant que femme du coup,
J'ai quelques règles que je suis, auxquelles j'ai ajouté ne pas donner son numéro à des inconnus. Globalement, toujours mentir, ne jamais dire dans quel hôtel on reste. Et en vrai, je me suis jamais sentie en danger quand j'étais seule ou quand j'étais avec Louise ou d'autres voyageurs, à part le fait que parfois les hommes sont des gros forceurs. Mais il n'y a jamais eu d'agression physique ou de gestes physiques inappropriés. Il y a eu parfois des mots tendancieux, des propositions un peu tendancieuses. Rien de plus, disons. Donc tant que ça s'arrête là, moi je touche du bois. Si vous prenez des mesures de sécurité pour vous-même et que vous suivez un peu votre code de voyageur seul, enfin de voyageuse seule du coup, parce que c'était la question d'une femme, je pense que ça ira. Ce qui me rend beaucoup plus sereine dans les pays comme ça, enfin même de manière générale, c'est d'utiliser Couchsurfing. Et une fois que t'es dans la communauté, dans l'esprit Couchsurfing, pour moi c'est un réel atout et un réel avantage d'arriver dans le pays, d'être hébergé ou alors juste de passer des journées avec quelqu'un qui est prêt à te partager sa culture, à t'apprendre des choses, à te montrer les paysages autour de chez lui ou de chez elle. Franchement, pour moi, c'est une réelle plus-value et c'est comme ça qu'on se sent plus intégré dans le quotidien et dans la culture du pays où on voyage. Ah oui, et aussi, en termes de sécurité, demandez toujours l'avis des locaux. Si vous avez un doute sur la situation politique, vous avez entendu qu'il se passe une manifestation, un truc comme ça, demandez toujours aux locaux. Le mec des bus, le mec des taxis, le mec de la supérette, ils sauront quelle est la situation et ils vous donneront les meilleurs avis. Donc ne vous mettez pas en danger si un mec vous dit n'y va pas, c'est pas safe. Toujours demander l'avis des gens qui vivent sur place. J'aimerais que tu partages comment tu cherches des guides locaux et les activités un peu originales et hors du commun. Alors du coup ça rejoint ce que j'ai dit. Jusqu'à présent, les principales activités que j'ai faites, je les ai trouvées via Couchsurfing. Donc Couchsurfing, c'est une application qui est payante en France, elle coûte 15 € à l'année. Et globalement, ça fait des années que ça existe. Moi, je viens de le découvrir avant de partir en voyage. Et ça permet de rencontrer d'autres voyageurs et des gens qui vivent sur place, qui sont prêts à vous héberger ou à vous montrer, vous faire des petites visites voilà, autour des endroits où vous êtes. Moi, c'est comme ça que je trouve les activités à faire. Et en fait, même si c'est pas des gens que je vais forcément voir, il y a aussi un système de messagerie ou ce genre de choses. Et juste, en fait, demander aussi des conseils. Vous pouvez dire, ah bah voilà, pour quelque raison que ce soit, vous n'êtes pas dispo pour voir cette personne, et vous pouvez lui demander, bah voilà, moi j'aime la nature, j'aime les randonnées, j'ai pas envie qu'il y ait trop de monde, est-ce qu'il y a des trucs que tu me conseilles à faire qui sont pas forcément prisés par le tourisme. Couchsurfing, vraiment, c'est ma grosse découverte de ce voyage et je continuerai de l'utiliser pour les prochains mois à venir parce que pour moi c'est une réelle mine d'or. C'est un partage en fait continu entre nous qui voyageons et les gens qui sont sur place qui sont prêts à t'accueillir ou à partager des souvenirs avec toi. Prochaine question, quel a été mon pays coup de cœur et par lequel j'ai été déçue? Alors j'ai deux pays coup de cœur qui sont surtout liés aux rencontres que j'ai fait, notamment la Turquie parce que je me suis fait un super ami à Istanbul et aussi à Izmir, toujours via Couchsurfing, hein, c'est fou. La Turquie, ouais, vraiment gros coup de cœur, énorme coup de cœur aussi au niveau de la nourriture. Je me suis régalée en Turquie, vraiment c'était une dinguerie. Et vous voyez, même si ma grosse galère de morsure de chien est apparue en Turquie, ça a pas descendu le pays du classement. Parce que je sais que c'est décorrélé, c'était un peu de la malchance, disons. Et le pays par lequel j'étais plus déçue, en vrai, je peux pas dire que j'étais déçue d'un pays, mais il y en a un, forcément, si on prend un système de comparaison en fonction de moi ce que j'aime et de mes valeurs et de voilà comment j'aime passer mon temps et comment j'aime organiser mon voyage, l'Ouzbékistan, alors même si j'étais avec mon pote et qu'on a passé grave des bons moments, je me dis que finalement, c'est pas un pays que j'aurais fait de moi-même et c'est on avait l'occasion parce qu'on passait par là avec l'itinéraire. C'est beaucoup de visites culturelles en fait. D'aller dehors, dans les musées, prendre en photo des bâtiments. Alors l'architecture est magnifique, je suis vraiment reconnaissante d'avoir vu ça. Mais à la longue en fait c'est quelque chose qui m'épuise et avec lequel je perds un intérêt. Donc finalement l'Ouzbékistan je me dis c'est bien que je l'ai fait pendant ce voyage, je suis pas sûre que je le referai une fois dans ma vie. Donc voilà, j'ai pas forcément été déçue, c'est quelque chose qui est un peu plus éloigné de ce que j'aime faire en voyage, disons.
Quel est mon meilleur souvenir? Très très difficile les gars, 6 mois de voyage, comment je peux garder un meilleur souvenir? Donc je vous ai fait un petit top 3 par ordre chronologique. En Grèce, j'ai fait le sommet Mythikas, donc c'est le sommet le plus haut de Grèce. Et en fait, c'est une des activités d'ailleurs pour lesquelles j'ai pris un guide, parce que l'ascension des 200 derniers mètres se fait encordée, puisque en fait, c'est un sommet qui est classé au niveau d'escalade. Enfin, moi, j'ai pas les renseignements experts, disons, mais globalement, il faut être encordé, il faut porter un casque. Et j'avais trop peur de le faire parce que j'ai la peur du vide. Et en fait, on l'a fait au coucher de soleil après une journée de dingue, genre 1800 mètres de dénivelé positif. Enfin, c'est vraiment une grosse journée. J'étais fière de moi déjà d'arriver jusqu'en haut, au refuge, et après j'étais ok, je le fais maintenant parce que après si je le fais pas maintenant, je le fais jamais. Et en fait, d'être arrivé en haut, le coucher de soleil, les couleurs, cette sensation de putain d'être fière de soi, tu vois. C'était vraiment un bon souvenir. La rencontre avec Atlas en Turquie, du coup, moi je l'appelle mon frère d'une autre mère, mais vraiment, dès que je l'ai vu et dès que je suis rentrée chez lui, je savais qu'on était pareil sur beaucoup de points. Et en fait, après une longue journée, il est venu me chercher à la gare, tard le soir, il avait cuisiné pour moi, il avait mis des petits mots en français sur les différentes étagères de la cuisine, il m'avait imprimé une suggestion de menu végétarien, enfin vraiment... J'ai pas les mots pour décrire cette rencontre, mais il m'a touchée de fou et j'aurais tellement aimé rester plus longtemps et je sais que je le reverrai. Mais ouais, c'était incroyable. Et dans le top 3, je mets du coup le Pakistan. Je vous parle beaucoup du Pakistan, mais il va falloir attendre pour les prochaines vidéos. Le Pakistan et surtout mon premier réveil face aux montagnes, des montagnes qui sont en moyenne à 6000. Partager cette semaine avec Riaz, il nous a accueillis dans sa famille, c'est la communauté Wari, j'avais beaucoup vu des vidéos là-dessus et en fait juste d'avoir ce sentiment d'être transporté directement dans son rêve et se dire putain je réalise pas, et en même temps tout est trop beau, un moment un peu hors du temps où t'as l'impression que tout s'aligne et enfin tu peux kiffer quoi, et c'est trop bien. On m'a posé une question très intéressante qui est qu'est-ce que je pense de la différence entre les voyageurs et les touristes. Alors j'ai beaucoup réfléchi à cette question et j'avoue je pense que c'est plutôt une perception personnelle, disons. J'ai l'impression que les touristes, on les voit surtout comme des gens pas irrespectueux, mais qui sont dans leur bulle, ils ont bien organisé leur truc, ils font des circuits touristiques, ils vont d'un point A à un point B, ils vont dans les zones les plus touristiques et ils ont un peu ce planning qui les contraint un peu à cocher des cases. Enfin, moi, dans ma perception, c'est un peu ça. Et les voyageurs, c'est un peu des gens un peu plus libres, en backpack, qui ont pas trop de plans, qui vont dans des trucs un peu plus sous-cotés et qui ont besoin d'un peu moins de confort. Donc ça, c'est un peu les clichés si je parle un peu de cette question de manière premier niveau, disons. Et après, je réfléchis et je me dis aussi, surtout, ça dépend de qui regarde la personne en fait. Moi avant je me considérais plutôt comme une voyageuse, mais plus j'avance, plus je me rends compte que les gens nous considèrent comme des touristes. Et c'est vrai qu'on reste quand même des touristes, on utilise les infrastructures touristiques du pays, on reste beaucoup dans des auberges de jeunesse, dans des hôtels, parfois des Airbnb, on va dans des restaurants, on fait des activités touristiques parfois avec des agences de voyage, plein de choses qui font que même si tu te considères comme voyageur et que tu as besoin de moins de confort à ce genre de truc, quand même tu utilises les infrastructures touristiques du pays et tu es enregistré en tant que touriste dans le pays. Donc je pense que ce serait un peu se mentir à soi-même que de se dire en fait non je suis pas un touriste, alors que si on est tous des touristes quelque part. Ce qui est important pour moi c'est de voyager consciemment en fait, de comprendre quel va être votre impact et aussi parfois de sortir des circuits touristiques. C'est pour ça que moi j'adore utiliser Couchsurfing encore. Putain mais je devrais être sponsorisée par cette appli, je fais que parler de ça, mais vraiment en fait du coup tu sors du circuit touristique parce que du coup c'était hébergé par quelqu'un, du coup un ami que tu rencontres via l'application, globalement tu vas carrément rentrer dans leur vie, donc ça n'a rien à voir avec rester dans un hôtel, ou même au-delà juste partager des moments et passer une journée avec les personnes sur place. Tu prends pas un guide, mais du coup tu visites l'endroit avec les yeux de la personne avec qui tu es et qui vit sur place. Donc c'est des autres alternatives. Et je pense que pour être un voyageur et pas un touriste, il faudrait faire que ça. Moi, j'ai pas envie de faire que ça. Je pense que ce qui est important pour les voyageurs ou les touristes, c'est vraiment de voyager conscient et d'essayer de diminuer
pour moi son impact, que ce soit environnemental ou social, sur la planète et sur les populations des pays que vous traversiez ou que vous visitez. Comment s'adapte ton corps et ton esprit à autant de voyages? C'est reposant le slow travel ou pas? Pas du tout, c'est pas reposant. En tout cas avec le rythme qu'on s'est donné, c'est pas reposant du tout. On a fait 15 pays en 6 mois. On avait un objectif, c'était de passer la frontière avec le Pakistan qui avant fermait l'hiver, mais maintenant elle est ouverte toute l'année, donc ça a changé cette année, mais on ne pouvait pas savoir en avance. Donc on l'a passé là début novembre, et en fait c'était hyper intense, les 15 pays. On s'est rarement posé. La seule fois où on est resté longtemps, c'était en Géorgie, on a passé un mois dans le pays, à peu près au même endroit. J'ai passé 2 semaines dans le même Airbnb, mais c'est tout quoi. Et en fait, à 0 moment, j'ai eu ce sentiment de « Ah, ça y est, je me suis bien reposée, j'ai envie de reprendre la route. » À 0 moment, ça m'est arrivé. Et je vois en fait, au bout de 6 mois, je vois les impacts sur mon corps, sur mon physique. Déjà, comme j'ai plus aucune routine sportive, alors qu'en France je faisais beaucoup de sport, forcément je suis moins endurante, je me sens moins fit, moins forte. J'ai une hygiène de vie plutôt passable, très très rare que je mange 3 repas par jour. Enfin franchement voilà, c'est un peu compliqué sur le niveau physique, et moi surtout ce qui me tape le plus c'est le côté émotionnel. Je suis drainée, je vais pas vous le cacher, là je suis fatiguée. En fait, ce truc de... déjà, là, plus on avance, moins j'ai de repères. Et surtout, cette charge mentale d'organisation du voyage, de toujours penser à où est-ce qu'on va demain, comment on y va, qu'est-ce qu'on fait. Un peu cette pression, en fait, et qu'on se met à soi-même. Vraiment, je vais être honnête avec vous, c'est surtout entre soi et soi. Parfois, c'est pas facile à gérer. Parce que quand t'es fatigué et que t'as envie de te reposer, t'es là, putain, mais je culpabilise parce qu'en fait, je suis là et je fais rien, alors qu'il y a des gens qui rêveraient d'être là ou qui bossent pendant des années pour faire le voyage de leur vie et rester 1 semaine ici, et ils veulent rentabiliser leur voyage. Et toi t'es là, t'as juste envie de chiller et de regarder ta série sur Netflix. Donc ouais, c'est un peu compliqué, et je pleure beaucoup, j'ai du mal à gérer la frustration, parfois je suis aigrie, j'ai vraiment du mal parfois dans les moments où c'est compliqué. Par exemple là, je sais que je vais avoir mes règles, donc forcément les hormones ne sont pas de mon côté. Je suis dans une ville où c'est la surstimulation sonore, physique tout le temps. Et franchement je suis fatiguée, ça me fatigue. Donc non, c'est fatigant. En fait, ne pas prendre l'avion, je trouve ça beaucoup plus fatigant que prendre l'avion. Parce qu'avec tous les passages de frontières, les longues heures de transport, alors même si j'adore en fait prendre le temps de voyager lentement, et pour s'en remettre ça demande du temps, et surtout que comme j'ai l'impression de pas me reposer assez, j'accumule. Du coup, ce qui fait que j'ai besoin en fait de me reposer plus, alors que j'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire pour me fatiguer quoi. Autre question, qu'est-ce qui a été le plus dur pour moi sur les plans physiques, émotionnels et psycho, et quel est mon pire souvenir ou mon plus gros coup de mou? Je pense que la question d'avant répond partiellement à cette partie. Voilà, plan physique, globalement, ça va être le manque de sport, le manque de routine, le manque de contrôle sur de stabilité dans l'alimentation. Émotionnel, voilà, je vous l'ai dit un peu, genre toute cette charge mentale du voyage, l'anticipation permanente. En plus, moi je suis contrôle freak, donc c'est vraiment difficile, ça me fait travailler mon lâcher prise. Ce qui a aussi beaucoup impacté, moi, c'est le côté social. Moi je vous parle de couchsurfing, et c'est vrai que c'est vraiment incroyable. Mais là, par exemple, ces derniers temps, on a beaucoup enchaîné. Donc on a fait beaucoup de couchsurfing, ou même on faisait du stop, on rencontrait des gens tout le temps, tous les jours, plusieurs fois par jour, à répéter les mêmes choses, devoir recréer du lien. Et en fait, j'ai très peu de moments, surtout que on voyageait à 3. Sinon avec Louise, du coup là ça faisait depuis la Géorgie qu'on était H24 ensemble. Mais moi, je vous dis les gars, moi j'arrive plus à me recentrer seule. En fait j'ai très peu de moments du coup où je peux juste me retrouver avec moi-même, seule, personne dans la pièce, et juste être avec toi, faire le point, du coup vider son sac, vider son seau, son vase ou whatever. Juste, prendre du temps pour soi.
Et ça, c'est vraiment un truc qui me manque, mais d'une force. C'est compliqué de voyager avec quelqu'un qui n'est pas ton copain ou quelqu'un de ta famille aussi longtemps. Je pense que je me voilais un peu la face avant de partir, je le minimisais un petit peu, je voyais beaucoup les avantages de voyager à deux et j'étais là genre bah oui forcément il y aura des compromis à faire, ça va être fatigant parfois quand on sera chacune dans un mauvais mood ou des trucs comme ça, mais en fait je pensais pas que ça serait aussi dur pour moi. Et en fait tout ce cocktail de fatigue mentale, fatigue physique, fatigue sociale, ça a créé un trop-plein en moi qui a explosé à 3 reprises pendant le voyage. Le premier, c'était en Croatie. Le deuxième, c'était... Enfin, les 2 et 3 ont été très rapprochés. C'était en Ouzbékistan, il y a 2 mois. Le premier, après les 3 jours de traversée de la Russie. Et ensuite, le deuxième, après que mon pote Maxou soit parti d'Ouzbékistan. Et en fait, je commençais toutes les choses que j'avais emmagasinées en moi et que j'avais pas relâchées depuis le début du voyage. Je les ai relâchées à ce moment-là. Et j'ai essayé en fait d'être dans une position où je regardais un peu mes émotions, où je les écoutais, donc c'est-à-dire que il se passait des trucs, de la frustration, de la colère, de la tristesse, un épuisement, enfin tout ça en même temps. J'étais là genre ok, donc pourquoi je ressens ça? Vraiment une introspection, ça me fatiguait encore plus. Introspection, se poser des questions en permanence. Heureusement, j'appelais beaucoup mon copain qui m'a beaucoup aidé, Héloïse aussi, si tu passes par là Hélo. Et vraiment c'était dur parce que je réalise que voyager ça rend pas plus heureux et que en fait c'est beaucoup d'expériences qui te permettent d'apprendre sur toi ou de désapprendre et aussi sur la conception du monde. En fait c'est juste parfois genre c'est tellement drainant et quand t'es tout le temps dans le... Voilà, même si c'est du slow travel et qu'on prend pas l'avion, c'est tout le temps dans l'anticipation de ah voilà, faut avancer, faut aller à la prochaine étape, etc. Parce qu'il y a les visas, les machins, la frontière qui ferme. C'était vraiment dur pour moi et en fait je prenais plus de plaisir. Je prenais plus de plaisir et je me sentais pas épanouie et en fait me rendre compte de ça, me dire putain mais la meuf elle réalise son rêve et elle prend pas de plaisir, genre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi son problème? Donc voilà, forcément j'ai culpabilisé, je me suis posé plein de questions, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Enfin vraiment à sur-réfléchir et me poser des questions, hein, voilà, sur-questionnement, c'était vraiment dur. J'ai fini par prendre une décision parce que je savais que ça pouvait plus continuer, en fait je savais que juste écouter mes émotions et les laisser sortir ça suffisait pas et qu'il y avait quelque chose de sous-jacent. Et que j'avais besoin en fait de dire stop, ok, genre cette situation elle peut plus durer et je suis pas là pour me faire du mal. J'ai pris du temps, j'ai quitté mon taf, enfin mon quotidien en France, c'est pas pour me faire du mal sur le long terme. Donc ok certes ça me permet d'apprendre beaucoup de choses et dans ces moments down aussi moi j'en ressors du positif parce que j'apprends à me connaître et j'apprends à savoir ce que j'ai pas envie et ce dont j'ai envie. Donc déjà ça c'est vraiment un atout crucial et je me suis dit ok j'ai besoin de prendre une décision et donc du coup j'ai décidé d'arrêter le voyage comme je l'avais imaginé. Je renonce à aller en Nouvelle-Zélande. Ça va être bizarre de le dire. Oh my god, la bombe. Et du coup, je renonce au voyage avec Louise parce que ça ne convient plus. Ça ne convient plus, j'ai l'impression que ce voyage ne m'appartient plus. Je me demande même s'il m'a appartenu un jour depuis qu'on est parti. Et que en fait, je m'y retrouve pas. Mais voilà, j'ai priorisé ma santé mentale et ce qui me fait plaisir au fond de moi. Plutôt que de m'accrocher à mes injonctions, à mes pseudo-rêves que j'avais imaginés avant mais qui peut-être ne me correspondent plus aujourd'hui. L'important, c'est de s'écouter. Et ça, je l'ai compris. C'est important, c'est de s'écouter, de se faire confiance. Et surtout, vous avez le droit de changer d'avis. Et ça les gars, on sous-estime, parce qu'on se dit, ouais, en fait, on idolâtre des trucs. Et on se dit putain mais si je change d'avis ça va être la fin du monde et machin et trucs, mais en fait j'avais dit que j'irais jusqu'au bout et tout, mais en fait parfois il faut juste surtout en voyage, je sais pas si vous vous rendez compte mais le voyage c'est la vie mais de manière intense, genre tout est sur-stimulation, sur-intensification, enfin vraiment tout est x10
Donc bah forcément que je change aussi beaucoup et c'est normal que j'ai envie d'autre chose que bah la Alex d'il y a 6 mois. Ok, est-ce que je me sens différente? Sur quels aspects? Oui, je me sens différente sur beaucoup d'aspects. Alors le premier, c'est mon rapport au temps a changé. Je me rends compte avec le voyage que bah, j'apprends à m'ennuyer en fait, j'apprends à écouter la petite voix dans ma tête plus que d'habitude. J'apprends à aimer ce temps en fait qui m'est offert et à ne pas forcément le vouloir le remplir avec des choses pour être productif, à vouloir visiter absolument des trucs. Et j'apprends en fait juste ouais, à regarder un peu le temps qui passe parce que on pense tous manquer de temps, ce qui est très dommage je trouve dans notre société aujourd'hui. En fait, tout le monde court après le temps et c'est un des trucs les plus positifs que j'ai aujourd'hui, c'est du temps. Donc j'apprends à aimer ce temps. Mon rapport à mes privilèges, ça c'est quelque chose qui me frappe beaucoup, surtout depuis qu'on a quitté l'Europe. En fait, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un passeport français? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir grandi dans un pays comme la France, en Europe, dans un milieu social particulièrement aisé? Quels sont mes privilèges et comment je les vois aujourd'hui par rapport à toutes les discussions que j'ai eues avec les personnes que j'ai rencontrées sur eux, leurs privilèges qui sont mais restreints à un niveau, surtout au niveau du passeport, qui est en fait quelque chose qui me choque le plus. Et pourtant j'en avais conscience avant, mais en fait il y a toujours une marche entre en avoir conscience parce que t'es informé par un média quelconque, en parler avec quelqu'un qui le vit au quotidien et t'es là genre ah ouais, donc toi tu dois bosser genre X années pour une demande de visa qui ne sera même pas potentiellement acceptée pour partir un mois dans un pays. Et moi genre là je peux partir 1 an et demi dans tous les pays que je veux et j'ai besoin de genre faire 3 visas qui vont me coûter même pas 1/10 de mon budget. Donc vraiment je vous dis, le passeport privilège c'est un sujet. Si ça vous intéresse, je pourrais peut-être essayer d'en parler dans une autre vidéo. Mais mon rapport au bonheur aussi a changé. J'apprends en fait que, je vous ai dit, le voyage ne rend pas forcément heureux et que en fait les choses qui me rendent heureuse dans le voyage, c'est des choses que je peux retrouver partout et que ça n'a rien à voir avec genre un endroit spécifique en fait dans le monde. Et j'ai rencontré aussi beaucoup de gens, surtout dans les endroits isolés, qui en fait ils sont tranquilles dans leur esprit, dans leur vie. Il n'y a pas beaucoup d'artifices, par exemple au nord du Pakistan, vous allez le voir dans les prochaines vidéos, je suis restée avec la communauté Wari. Ils ont une vie sans artifice, vraiment les choses basiques, simples. Et pourtant, ils vivent comme ça depuis des années et t'as pas l'impression qu'il manque de choses. En fait, ça fait un peu réfléchir sur sa propre consommation du monde, du voyage, sa propre conception du bonheur. Et tu te dis, en fait, qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Et surtout quand tu pars comme ça, du coup, loin de ta famille, loin de tes proches, loin de ton confort, avec seulement un backpack sur le dos, ça te remet un peu les idées en place. T'es là, finalement, genre par exemple, là j'ai oublié tout ce que je possédais en France. Mon rapport aux injonctions sociales aussi change. Je pense que c'est un peu lié au bonheur quand on réfléchit à qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux, et surtout quand on voit quelle est la définition du bonheur dans différents pays, dans différents endroits du monde, pour des cultures différentes, et on se dit que, mais en fait, il y a une immensité de possibilités d'être heureux dans la vie. On ne peut pas se cantonner à juste nous, ce qu'on connaît, et ce que la société veut qu'on soit en fait. Le fait d'avoir quitté mon travail, je pense ça m'aide aussi là-dessus à me sortir un peu de cette bulle et de me dire mais en fait il n'y avait pas que ça dans la vie. Et une fois que t'es parti, tu te dis mais en fait des fois on se prend la tête pour des trucs mais insignifiants. Les gens auront toujours une certaine conception du monde et vous avez le droit d'en avoir une différente, et ça je l'apprends et je me dis en fait les injonctions sociales c'est juste des systèmes d'éducation et de réussite qui sont créés dans les pays avec des cultures différentes, et en fait du coup ça peut changer d'un endroit à un autre. Par exemple nous en France on est très carriériste, le modèle de réussite est basé sur beaucoup de possessions matérielles, monter les échelons dans une société, et aussi être assez confortable au niveau de l'argent. Et par exemple quand j'étais dans les montagnes au Pakistan, eux leur modèle de réussite c'est de se marier, d'avoir des enfants, continuer d'avoir une vie simple, donc les enfants en bonne santé, les grands-parents en bonne santé, et de s'occuper de leur terre.
En fait, je réfléchis beaucoup là-dessus et du coup, j'essaie de refaire un peu ma conception du monde et me dire, bah, les injonctions sociales, finalement, celles qui sont vraies en France ne sont pas vraies au Pakistan ou au Kyrgyzstan, et celles qui sont vraies au Kyrgyzstan ne sont pas vraies en France. Donc, peu importe ce que les gens diront, ce qui est important à la fin de la journée, c'est comment vous vous sentez dans votre tête. Quelle est la suite de l'itinéraire du coup, puisque madame ne va pas en Nouvelle-Zélande? Alors la suite de l'itinéraire est du coup encore un peu floue pour moi. J'ai décidé donc d'arrêter le voyage pour le moment et de me reposer. Donc là, je suis en Inde. Après l'Inde, on va au Népal. Et au Népal, je décide de prendre le visa le plus long pour rester 3 mois. Pour voilà, me reposer, faire des randonnées, être dans la nature, peut-être faire un vipassana, j'en sais rien, on verra. Après, je vais peut-être aller en Asie du Sud-Est, parce qu'il y a un de mes meilleurs potes qui voulait venir me voir. Mais il n'y a pas d'obligation. En fait, je vais voir en fonction de où le vent me mène et de ce que j'aurais envie de faire. Et une fois que j'aurai pris vraiment le temps de me reposer et de process les 6 derniers mois qui se sont passés, je déciderai. Disons que je ne me mets plus aucune pression de destination ou d'itinéraire. Avec le recul, si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais différemment? Très très bonne question. Même si moi je fais partie de la team, j'oserais pas changer les choses du passé parce que peut-être que si j'avais fait différemment, je serais pas là en train de vous parler des apprentissages que j'ai eus. Mais il y a quand même 2 choses que je referais différemment. Si on prend l'hypothèse où dans le futur je refais un voyage long terme comme ça, qu'est-ce que je changerais? 1, je partirais seule. Et 2, en fait, je ferais la distinction entre les pays et la durée. Je pense qu'en fait, le fait de m'être cadré 18 mois et un itinéraire très long avec beaucoup de pays, ça m'a un peu renfermé et mis la pression un peu seule finalement. Ce truc de il faut toujours avancer, il faut aller plus loin. Et en fait, j'arrivais pas à me sortir de ce schéma de pensée. Et donc, je me dis plus tard, je me dirais ok, je pars 6 mois, je vise une région du monde et après, peu importe. Ou alors, je me dis ok, je vais là. Genre, je sais pas, je vais aller jusqu'en Scandinavie. Ok, bah je mets 1 semaine ou 2 semaines à aller en Scandinavie et ensuite je profite en Scandinavie. En fait, il y a ce truc de il faut trouver le juste milieu entre la durée et le nombre de pays qu'on fait. Et je veux privilégier maintenant la qualité et le temps passé dans les pays plutôt que la quantité, de me dire ouais, j'ai fait 22 pays, j'ai vu 33% du monde. Pff, en fait, ça veut rien dire. J'ai fait 33% du monde, franchement, enfin. Je m'en fous du nombre de pays ou de genre est-ce que j'ai colorié la carte à la fin du... En fait, je sais pas, je suis tellement décorrélée de ça maintenant, je veux juste me dire bah est-ce que j'ai vraiment compris ce que c'était de vivre en Inde ou de voyager en Inde? Est-ce que j'ai vraiment écouté les gens que j'ai rencontrés? Est-ce que j'ai pris conscience de certaines choses? C'est ça qui m'importe le plus. Et je vais finir avec une question très philosophique que Greg m'a posée. Quel regard j'ai sur le monde aujourd'hui et en quoi a-t-il évolué depuis le début? Alors c'est tellement dur comme question. Alors déjà, il y a un truc qui me vient, c'est que finalement on rencontre des gens et on se dit mais en fait on est pareil, on aime les mêmes choses. Et j'ai l'impression que ça c'est revenu plusieurs fois. Te dire en fait quand tu parles aux gens, quand tu leur demandes bah voilà qu'est-ce que t'aimes dans la vie ou quelles sont tes difficultés, etc. En vrai tout le monde en ce moment râle sur son gouvernement, pense que le monde va mal, aimerait voyager plus, aime les choses simples, donc partager des moments en famille ou avec ses amis. Je vais vous faire un résumé très global pour vous montrer que en fait on est globalement presque tous pareils, en tout cas les gens que je rencontre sont beaucoup de ma génération. Principalement tous les mêmes préoccupations et que ce qui nous différencie c'est le passeport, l'endroit dans lequel on vit, où on est né, qui forcément si tu viens pas d'un pays occidental avec un passeport qui est fort, c'est plus compliqué, il n'y a pas les mêmes chances de vie. Et parfois ça me fait beaucoup de peine, en vrai ça me fait beaucoup de peine, ça revient à mon rapport à mes privilèges. Je me sens triste et peinée parce que je me dis putain mais en fait c'est tellement injuste parfois la vie. Parce que ouais je me lie d'amitié avec des gens en Turquie, au Pakistan et qui ont même pas les mêmes chances que moi alors qu'en fait au niveau social et émotionnel y a pas grand chose qui nous différencie, on se comprend et putain tu te dis mais les gens ils ont pas les mêmes chances que moi et c'est horrible,
de se sentir à la fois super proche des gens parce que le courant passe bien et tu te lis d'amitié avec eux, et en même temps si loin parce que vous n'avez pas les mêmes privilèges. Enfin, vraiment, c'est très frustrant. Qui qu'on soit et de n'importe quel pays où on vienne, en fait, on est éduqué, informé d'une telle façon qu'on a une préconception du monde qui est forcément différente de la réalité. On vit tous dans des bulles, en vrai. On est prédisposé à manger d'une certaine façon, à se déplacer d'une certaine façon, à communiquer d'une certaine façon. Et dès que tu changes de pays, tu vois à quel point c'est différent. Et même au sein même d'un même pays, en changeant juste de région, tu peux parfois aussi te prendre des mini-chocs culturels. Les codes qu'on a, ils sont pas universels. Il y en a un, je dirais, c'est l'hospitalité. Et franchement, ça, offrir de la nourriture ou un logement à quelqu'un, enfin vraiment, ça c'est quelque chose pour moi d'universel. Ça montre un peu un côté genre l'amour pour l'autre, même si c'est un inconnu, et de se dire en fait je t'accueille chez moi. Pour moi, c'est un côté un peu universel qui dépasse un peu les frontières parce que je l'ai vu dans plusieurs pays. Et ce que je comprends, c'est qu'on a chacun, en fait, c'est comme si on était tous nés avec un petit dictionnaire et qu'on avait chacun notre définition du bonheur, de la richesse, du succès, ce genre de choses. Et je me dis, en fait, ça change, et c'est ok si ça change plusieurs fois pendant votre vie, ou même si ça change pas, c'est ok aussi, mais avoir conscience que notre définition n'est pas la définition absolue et n'est pas la vérité absolue, ça c'est une vraie prise de conscience qui est pour moi primordiale. Et je pense que voyager, voilà, à la fois ça me fait poser beaucoup de questions et à la fois ça me redonne un peu confiance en l'humanité, j'avoue. J'ai reçu beaucoup de leçons d'humilité des gens que j'ai rencontrés. Voilà, apprendre la communication, l'empathie, écouter les problèmes des autres et de se dire en fait, voilà, je peux pas les comprendre parce que je vis pas sa situation, mais je lui offre une oreille, potentiellement une écoute sur ce genre de choses dont il a besoin de se confier. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre des gens qu'on ne connaît pas. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre des choses qu'on ne connaît pas aussi. Apprendre ou désapprendre. Bon la mif, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai tourné pendant plus d'1 heure, là je sais pas combien de temps ça va durer. J'espère que vous avez aimé ce concept que je réponde à des questions. J'avoue que c'était un peu philosophique parfois, introspectif, beaucoup. Mais moi ça m'aide aussi à me poser d'autres questions différemment, essayer de réfléchir. N'hésitez pas à me répondre en commentaire sur ce que vous avez aimé, ce qui vous a interrogé aussi, si vous avez des conseils ou des anecdotes à partager d'un voyage, ou ce à quoi ça vous... Qu'est-ce qui résonne en vous en fait finalement quand je vous parle de certains sujets. Et je voulais conclure en disant que je l'ai dit mais je le redis, voyager, je me rends compte que ça rend pas plus heureux. C'est réaliser ses rêves et de se rendre compte en fait qu'on en est capable qui rend heureux. Et voilà, trouver une certaine forme d'accomplissement à ces projets, d'épanouissement. C'est ça qui fait plaisir en fait, de dire putain je l'ai fait. Parce que dans le voyage, c'est comme la vie, il y a des moments où ça va, des moments où ça va pas, vous l'avez vu, je vous en ai parlé. Et pour moi, c'est plutôt un chemin un peu où je me transforme. C'est une somme d'expériences qui me permet de mieux me connaître, que ce soit dans mes côtés très positifs ou très négatifs. Et ça, pour moi, c'est une richesse infinie. Et je sais que ça va m'aider pour la suite. Et même si, j'avoue, j'ai encore du mal à digérer le fait que j'abandonne mon projet pour l'instant de Nouvelle-Zélande sans avion, je suis fière de moi, je suis fière de prendre des décisions qui sont en accord avec mes valeurs et mes émotions. Et ça va être très très bateau ce que je vais dire, mais ce qui compte c'est ça en fait. C'est pas le point final, c'est pas la destination, c'est toutes les petites étapes pour en arriver jusqu'ici. Donc j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao la mif!